Alors, donc, on lance cet atelier sur la procrastination et en fait, ça entre dans le cadre de choses qu'on a évoquées dans le groupe de pratique du lundi matin auquel nous faisons partie, Corinne et moi, pour le moment, et aussi un travail général, mais je pense que Corinne, ça t'intéresse beaucoup, c'est la motivation, qu'est-ce qui fait qu'on peut mettre les gens dans l'action et d'avancer. Et une des étapes par rapport à ça, c'est bien sûr la procrastination, à savoir tout est prêt et malgré tout, on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça ne marche pas? Je n'ai pas la prétention de véritablement vous donner la solution finale par rapport à ce que la PNL peut proposer. Par contre, je vais venir avec des clés, des questions, des suggestions, des propositions et je compte quand même à ce que vous mettiez votre petit grain de sel. La seule chose avec laquelle je voudrais commencer, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment très récemment. Je pense j'ai terminé ça ce matin et j'ai encore vu ça l'autre jour. C'était en fait le mécanisme qui fait qu'on se met en marche pour faire quelque chose ou pas. Je ne sais pas si Corinne, qui est grande fan de podcasts et autres, tu connais ma passion pour Huberman que j'apprécie beaucoup et qui était en fait un professeur de Stanford et qui fait un podcast sur tout ce qui est neurosciences en général. Donc c'est du sérieux, c'est quand même bien appuyé, c'est très long, il y a énormément de choses sur la mémoire, sur la motivation, enfin sur l'énergie, sur plein de choses. Si vous comprenez l'anglais, je vous le conseille vivement, sinon ben, c'est un peu un problème parce qu'il parle quand même beaucoup. Ça dure plus de 2 heures chaque fois, presque. Et il a fait, j'ai vu ça hier en regardant par rapport au thème d'aujourd'hui, un thème sur le podcast, sur la procrastination. Il n'en parle pas vraiment, mais enfin quand même, malgré tout, il a soulevé quelque chose qui me paraît intéressant dans cette démarche pour comprendre comment ça se fait qu'on procrastine ou qu'on ne le fait pas d'ailleurs. Et c'est basé sur le cycle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le cycle de la dopamine, ça vous dit quelque chose? Oui, non? Non? Un tout petit peu. Je vais partager l'écran comme ça, directement. En fait, la dopamine, elle est produite, je ne sais plus où exactement où. Je ne suis pas très très fort dans la mémoire sur les termes techniques, mais c'est le striatum qui envoie ça du côté par le mésocortex ou un truc comme ça. Enfin bref, qui envoie à la tête au néocortex, c'est-à-dire le centre de la décision et le centre de la mise en action. Et la dopamine, en fait, est utilisée pour enclencher un processus, enfin, démarrer dans l'action ou arrêter une action. Donc, c'est aussi bien l'un que l'autre. Et il a une communication, entre autres, avec le néocortex, qui est le centre de la décision, de la volonté, la conscience, enfin, tout ce qui est conceptuel, etc., etc. Et justement, ce cycle de la dopamine joue un rôle très important dans le fait de nous mettre en action ou de ne pas nous mettre en action. Et ce cycle, en fait, il est basé sur... c'est le circuit de la récompense, entre autres, et aussi activé quand on est dans ce qu'on appelle, enfin, dans le désir. J'ai envie de manger, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de boire un verre, etc. Donc ça, ces désirs-là génèrent un pic de dopamine qui va me donner envie, qui va me donner cette sensation-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le cycle de dopamine, quand on va sentir ce désir, il va faire un pic, il va monter, la quantité va augmenter, et puis après, qu'est-ce qu'on va avoir? Il va redescendre, tout simplement parce qu'on n'a pas satisfait le désir, et donc on arrive à une solution où le corps, en fait, ressent le manque. Il ressent le manque sous forme de douleur, l'absence, le manque, et en général, c'est suffisant pour nous mettre en action. J'ai envie d'un sandwich, ça me motive très fort, j'ai vraiment envie, j'imagine ce sandwich bien garni, etc., etc. Donc là, ça monte très fort, et puis ça va redescendre inévitablement,
Et là, qu'est-ce que je vais voir? C'est que je vais sentir cette douleur, entre guillemets, c'est-à-dire frustration de ne pas avoir ce sandwich. Et ça va me mettre en route pour aller en acheter un, ouvrir mon frigo ou tout ce que vous voulez, qui va faire que je vais me faire ce sandwich. Et tant que je ne l'aurai pas fait, je vais être pas bien. Je vais être pas bien, c'est-à-dire que ça va me mettre en marche et me mobiliser. Mais de la même façon que ça peut me mobiliser, ça peut aussi me rendre apathique, découragé, enfin sans motivation. Donc en fait, c'est là que ça devient un tout petit peu, je dirais, tricky, comme on dit en anglais, c'est-à-dire utiliser ces courbes de dopamine avec ces pics et ces creux de manière à me mobiliser pour des choses que j'ai envie de faire. Donc ça commence par un désir. Ensuite, il y a cette chute. Il faut dire aussi qu'on a une certaine quantité de dopamine, je dirais, ambiante, je vais dire, dans notre organisme. On appelle ça le niveau de base. Et ce niveau-là, il fait la comparaison avec une piscine. Donc, vous avez une piscine qui est remplie d'eau. Elle est bien remplie, c'est OK. Mais si vous faites beaucoup de pics, c'est-à-dire beaucoup de vagues, à un moment donné, soit l'eau revient, soit l'eau déborde. Et si l'eau déborde, le bassin, la piscine va se vider. Et donc, vous allez être en déficit de dopamine. Et ça va vous mettre dans un état où vous aurez besoin de reconstituer vos réserves quelque part. Et pour ça, il y a différentes solutions. Alors, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a cette... J'avais dit que je partagerais l'écran et je vais le faire. Où est-ce qu'on est? On est sur celui-ci. Là, je fais ça, partager, je clique ici, j'imagine. Vous voyez mon écran. Et ici, je vais mettre simplement ça ici. Vous voyez l'écran? Ouais, oh là là, où est-ce qu'il est passé maintenant? J'ai changé mon gestion d'écran. Vous voyez l'écran? Oui? Oui, oui, on voit l'écran. Ok, parfait. Donc là c'est bêtement le schéma comme ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'envie ou le désir, en fait, va être d'autant plus fort que la hauteur de cette courbe, de ce pic, va être élevée. Mais il n'y a pas que la hauteur, il y a aussi la pente. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une courbe qui soit beaucoup plus large, beaucoup plus plane. C'est-à-dire qu'en fin de compte, oui, je vais avoir une satisfaction, mais ça va prendre un certain temps et ça ne va pas être aussi intense. Et d'ailleurs, ils font des comparaisons. Par exemple, l'envie de manger, je ne sais plus, j'avais des chiffres, mais je ne les ai pas retenus. En fait, le taux de dopamine peut monter de 20 à 60% au-dessus de la baseline, de la ligne de base. Et d'ailleurs, on remarque que pour certaines drogues, c'est la même chose. Ça ne monte pas beaucoup plus haut pour certaines drogues, mais ce qui fait la différence, c'est que c'est hyper rapide. On avale un comprimé ou on fait je ne sais pas tout quoi, on respire une ligne de je ne sais pas quoi, et on est directement dans un état. Ici, c'est aussi bien l'état du désir, mais aussi l'état de la satisfaction. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé avec ce désir de quelque chose, ça va chuter, ça va descendre, et quand ça descend, je vais me mettre en action, et c'est le deuxième schéma, je pense, et ça sera beaucoup plus clair comme ça. Donc voilà, j'ai cette envie, j'ai ce désir, ça accomplit un pic, puis ça va redescendre, et ça va redescendre en dessous du niveau de base, et là j'aurai cette douleur qui me stimule dans mon passage à l'action. Et à ce moment-là, je vais enfin trouver ce sandwich qui va me sauver, et dont je rêvais de pouvoir avoir. Et si le sandwich est particulièrement bon, la récompense, le pic de la récompense va être supérieur au pic du désir, en quelque part. Et c'est ce qu'ils appellent l'erreur de prédiction de la récompense, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si pour un désir comme vous avez ici, j'ai une récompense comme celle-là, à ce moment-là, le pic ici est supérieur à celui-là, et donc je vais agir dans un sens de renforcement du comportement, renforcement de la stratégie, renforcement du comportement que j'applique pour satisfaire ce désir. Par contre, si le sandwich était mauvais, ou que le magasin était fermé, la satisfaction, le pic ici va être beaucoup plus bas, voire pas du tout. Et à ce moment-là, je vais voir, ok, c'est pas la bonne stratégie que de satisfaire cette envie, ce désir,
en faisant de cette manière-là. C'est-à-dire que si le pic ici est plus supérieur à celui-là, ce qu'on va avoir, c'est que je vais me dire, mon comportement ne va pas être renforcé. Si je prends le cas d'un élève qui va étudier, il dit moi quand j'étudie, c'est uniquement la veille des examens et avec ça je réussis. Et si après il découvre que tout d'un coup, en travaillant un tout petit peu plus tôt ou autrement ou avec des copains ou n'importe quoi, en fin de compte, il arrive à travailler et que sa récompense, c'est-à-dire la satisfaction, le résultat qu'il va obtenir va être nettement supérieur, eh ben, il va renforcer ce comportement. Si après il voit que en faisant ça, ça ne marche pas, eh bien son comportement va être dissuadé. Enfin, il va trouver autre chose pour le dire clairement. Donc cette notion d'erreur de prédiction, ce sont tous des facteurs. Si je reprends ma casquette de pénaliste, on ne peut pas agir sur le plan chimique et neurochimique, etc., au niveau du cerveau, mais comprendre le mécanisme qui commence par une envie de faire quelque chose qui va directement être suivi de cette frustration de ne pas avoir, de ne pas vivre, de ne pas avoir satisfait ce désir, me crée cette douleur, cet état désagréable qui va me mettre en action ou pas, on verra après, et qui va me permettre de satisfaire avec une récompense. Donc le circuit de la récompense par la dopamine est activé. Et ces facteurs vont être, à mon sens, déterminants. Si par exemple, je dois recadrer, oui, mais donc, ouais, mais moi, par exemple, je connaissais une jeune fille dans ma famille éloignée. Elle était je dirais dans le milieu artistique et elle a fait des beaux dessins, superbes dessins, etc. Et elle s'attendait, parce qu'elle faisait un concours, à avoir carrément 10 sur 10. Et en fait, la prof, elle n'aimait pas le thème, c'était sur la mort, je ne sais pas quoi. Elle n'a pas aimé le thème, elle lui a mis que 9,5 sur 10. Moi, 9,5 sur 10, je saute déjà de joie. Et non, elle était absolument pas contente de ça. Elle était complètement démoralisée, tout simplement parce que sa perception de la récompense, ce que beaucoup seraient contents avec 9,5 sur 10, pour elle était insatisfaisant. Et donc, on voit bien ici donc, le travail qu'on a fait en termes de recadrage, c'est de lui dire, écoutez, franchement, c'est quand même génial. Après, tu vas dans l'enseignement supérieur, espérer avoir des 10 sur 10, franchement, tu vas en face de beaucoup de déceptions et de déconvenues. Hein. Enfin, j'imagine que c'est comme ça en France aussi, que 10 sur 10 dans l'enseignement supérieur, c'est un petit peu rare. Mais il se fait qu'elle avait besoin de ce 10 sur 10 pour être en lice pour un concours, je ne sais pas tout quoi, régional, etc. Donc, c'est ça qui est important, c'est dans cette motivation à faire ou à ne pas faire, il y a cette différence entre les deux. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin de compte, à partir du moment où je sais que j'ai cette courbe-là, et que pour satisfaire ce désir ou cette envie, pour autant que je sois motivé de le vivre ou de ne pas le vivre, fait que, en fin de compte, ça pourra me paraître trop ardu, trop compliqué, trop désagréable. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre mon téléphone et je commence à aller sur Instagram et sur Facebook et je me fais des petits pics de satisfaction immédiate et facile. Ou je vais ouvrir une boîte de chocolat, ou je vais regarder le début d'un film, etc. Parce que ça, c'est facile et je vais pouvoir très très vite sortir du creux. Sortir du creux, mais pas pour faire ce que je voulais, mais pour trouver des satisfactions autres. Alors juste un mot aussi par rapport à, justement, c'est un phénomène, j'en ai parlé avec les réseaux sociaux, mais c'est aussi pour les drogues et tous les comportements à nature addictive, c'est qu'en fin de compte, on a une première satisfaction parce qu'on a pris quelque chose de euphorisant, un verre ou une bonne nourriture ou un morceau de chocolat. Et c'est très rapide, on est très content. Mais bien sûr, les effets vont s'effacer, on chute, on va directement recommencer par faire autre chose. Hein, c'est comme ça je dirais que sur les réseaux sociaux qu'on peut perdre énormément de temps. De nouveau une satisfaction, un petit like, et puis de nouveau on chute. Et le problème, c'est que pour la même activité, il y a une sorte d'habituation et qui fait qu'en fait, pour la même satisfaction, le même comportement, en fait, les pics sont de moins en moins hauts.
Par contre, les creux, eux, ils se creusent presque de plus en plus, créant ainsi des états où je suis plus du tout dans une dynamique de passer à l'action. C'est plutôt apathique, anxiogène, angoissant, pas d'énergie, pas de motivation, et je suis nulle part. Alors bien sûr, dans les phénomènes d'addiction, et ça explique en partie pourquoi c'est pas toujours indiqué d'arrêter tout de suite, parce que si je suis à ce niveau-ci, en bas de la courbe, parce que j'ai fait tout un cycle d'addiction, bien ça va être beaucoup trop douloureux pour moi m'en sortir, pour espérer m'en sortir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de méthodologies, je ne suis pas un spécialiste des addictions, où on fait une désaccoutumance progressive de manière à pouvoir revenir, j'ai oublié de le dire, on essaie de revenir au niveau de base. Ça, c'est le niveau de repos. Et de plus en plus, on fait des actions pour un maximum de satisfaction rapide, immédiate, et on passe son temps à faire des montagnes russes. On ne prend plus le temps de revenir remplir sa piscine, remplir son bassin pour avoir un niveau de base acceptable. Et donc, on a à ce moment-là, soit on est en permanence dans déficit, excès, déficit, excès, déficit, excès, qui fait qu'en fin de compte, la piscine, pour finir, elle se vide. Parce que de vague en vague, le contenu de la piscine se vide. Et donc, je suis de moins en moins énergique, de moins en moins motivé, etc. Donc, on a cette boucle-là qui me semblait intéressant. Ça vous dit quelque chose ou ça vous évoque quelque chose? Je vais arrêter l'écran. Je ne sais même pas comment est-ce que je sors de la coupure d'écran. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Arrêtez le partage. Je reviens chez vous. Comment vous voyez ça déjà, jusque-là? Tu connaissais, Corinne? Non, je ne connais pas, mais ça fait sens. Ça fait du sens, ouais. Mais non, je ne connaissais pas du tout. Ce qu'il disait qui me semble important, c'est qu'il y a le facteur hauteur et le facteur pente. Tu vois, des choses pour lesquelles il faut un travail sur le long terme, pour préparer un examen pendant des semaines ou des jours, etc. En fin de compte, ils vont atteindre cette satisfaction, mais c'est tellement lent qu'en fin de compte, ils n'en auront pas de perception. Ça justifie notamment, par exemple, les petites victoires, les sous-tâches, de décomposer les tâches pour avoir des petites victoires que tu peux beaucoup plus prendre en considération, accepter, gratitude, hein, comme on fait dans beaucoup d'approches, quoi. Ou le pomodoro, là, tu sais, où tu coupes les actions et puis après tu te fais une petite satisfaction. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est un petit peu dans ce sens-là. On va voir après différents moyens d'agir sur tous ces procédés, mais juste un peu vous entendre un peu, que ça vous parle un peu ou pas vraiment, ou vous connaissiez? Ici, moi, j'avais un petit peu entendu parler effectivement de cette courbe de dopamine et le fait que effectivement, par contre, les pics sont de moins en moins hauts, plus on est dans l'addiction, que ce soit les réseaux, les substances, Ouais, voilà. ouais, ouais. Et que, par contre, oui, effectivement, forcément, si les creux sont moins hauts, si les pics sont moins hauts, les creux, effectivement, sont plus profonds. Et ça, j'en avais pas forcément fait la corrélation. Ce que moi j'avais été étonné, c'était cette notion de véritablement que, comme quand on fait des vagues dans une piscine, elles se vident en fait. Mm. Et ça, je trouvais intéressant. Oh, mais c'est pas grave, quoi. Je fais que je surfe un petit peu, etc. C'est pas grave. Et si, en fait, si, ça a un impact parce que on prend pas le temps. En fait, comment ça recharge, comment ça se recharge. Alors, Huberman parle de beaucoup de systèmes, enfin beaucoup de systèmes. Première chose, c'est un grand fan de le matin à la première lueur du jour, allez vous mettre les yeux face au soleil ou à la lumière du soleil, pas pour regarder le soleil dans les yeux, bien sûr, mais pour vous regarder dans cette direction-là, pour que la lumière du jour, véritablement, va vous construire, va vous reconstituer la réserve. Le sommeil aussi, qui est très très important. Et quand on regarde parfois comment, pour certains étudiants, le sommeil est géré d'une manière particulière, on va dire, pour pas dire autre chose. Donc c'est aussi des choses intéressantes. Il souligne aussi, j'ai essayé un peu pour le moment, j'attends de voir, mais
ce qu'il appelle le yoga nidra, c'est-à-dire le near sleep deep rest. C'est une forme de méditation. En fait, c'est pas plus, pas moins que ça. Prendre conscience du corps, etc., qui a la vertu de recharger les batteries. Il y a aussi d'autres choses. Je suis beaucoup moins tenté, par exemple, une douche froide ou prendre un bain dans une piscine glacée. Bon, moi, ça me tente pas. Peut-être qu'à Haïti, on a envie de faire ça, mais moi, ici, non. Déjà, il fait froid tout le temps. Je devrais avoir un taux de dopamine excellent, je pense, parce qu'il fait trop froid ici. Bref, donc il y a un ensemble de systèmes. Donc le jeu consiste effectivement à se mettre dans les conditions d'avoir suffisamment de dopamine sans prendre des produits et des choses pareilles. Ils en citent aussi, mais c'est pas le but. Par contre, il dit la principale action qu'on peut faire, c'est de veiller à ne pas vider sa piscine, c'est-à-dire à se faire des dents de scie en permanence, parce que là, en fait, il reste plus d'énergie pour le reste. Il reste plus de dopamine quelque part pour le reste. Et ça aussi, c'est un facteur qui justifie, lorsqu'on parle souvent de l'attention, les problèmes d'attention et de focus, de focalisation à cause des réseaux sociaux et des systèmes, etc. Mais c'est un effet supplémentaire auquel on ne pense pas nécessairement. C'est qu'en fin de compte, ces pics-là ont un effet pervers qui n'est pas aussi visible que simplement le temps perdu. C'est pas simplement du temps perdu. C'est aussi de l'énergie, de motivation qui est jetée à la poubelle, quoi. Ça, je trouvais que c'était déjà assez intéressant par rapport à ça. Alors, maintenant, et c'est la question, et si vous avez encore en tête le schéma avec les deux courbes, de nouveau, si on prend maintenant l'attitude, je dirais la casquette de PNListe, la question c'est comment, avec quels outils, je peux travailler sur cette courbe d'une manière ou d'une autre pour renforcer les mécanismes qui font que je vais passer à l'action. Dans le cas de la procrastination, par exemple, je ne sais pas si vous avez 2-3 idées. Je vais juste ajouter une chose, c'est que effectivement, lui, il suggère une chose, c'est de faire quelque chose. Je n'ai pas vraiment compris le raisonnement, de faire quelque chose de beaucoup plus. Donc, quand on est dans le creux, c'est-à-dire peut-être que j'ai eu envie de faire quelque chose, mais je vois que la tâche va être trop grande, donc je vais chuter dans mon creux. À ce moment-là, lui, ce qu'il suggère, c'est de se trouver une occupation beaucoup plus désagréable que ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire l'état désagréable dans lequel je suis maintenant, ça pourrait me décourager. Eh ben, faites quelque chose encore plus désagréable. Alors là, de nouveau, il revient avec la douche froide. Et donc, ou simplement l'imaginer. Donc vraiment, vous associer à une expérience vraiment désagréable, comme cette douche froide. Et il dit qu'effectivement, ça a comme vertu, j'ai pas encore vraiment bien compris, que ça va nous mettre en route en disant « Ah mais non, ça je veux plus » et j'y vais, quoi. Donc, bon, ça pourrait être une chose. Alors il dit ça peut être faire un sprint ou faire une activité physique intense, on va dire intense. Il a dit une douche froide ou n'importe quelle autre, à la limite une activité encore plus désagréable qui fait qu'en fin de compte, cette activité-là va avoir l'air d'être plus agréable quelque part. Lui, il explique en cycle de dopamine. J'avoue que c'est pas clair pour moi l'impact sur la pente, etc. Mais bon, c'est déjà une piste. Ce que moi je voyais directement, c'était effectivement, et ça on rejoint un petit peu ce que tu avais proposé Corinne l'autre jour, c'est effectivement de clarifier, là on ne parle pas nécessairement de peur, mais c'est de clarifier la représentation que j'ai de la tâche que je postpose. C'est-à-dire qu'ici, la fois passée, on avait parlé d'une peur, mais simplement, j'ai pas envie. Pour moi, c'est largement suffisant. Et pour les autres je regarde si je l'ai ici, c'était une technique qui t'avait été inspirée par Tim Ferriss de la semaine des 4 heures. J'ai retrouvé le bouquin, effectivement. Il n'en parle pas beaucoup, mais il en parle un tout petit peu. Je l'ai trouvée intéressante. Je vais voir si j'ai ce que j'avais noté ici.
J'ai encore ma feuille de lundi. Mais je vais juste prendre où est-ce qu'elle est ma feuille. Ah voilà. Je vais la mettre ici. Je vais repartager l'écran si je peux le faire. Mais là, cette technique, ça partirait du principe qu'on fait pas quelque chose parce qu'on en a peur, quoi. Oui, mais je pense, on va la voir tout de suite, mais euh, j'avais d'autres choses à voir avant, mais on va commencer par celle-là, comme ça on évacue cette question. Où est-ce qu'il est mon écran? Où est-ce qu'il est le zoom? Où est-ce que je partage l'écran ici? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. Donc c'est ça, je partage et je prends mon écran. Où est-ce qu'il est? J'ai perdu ma fenêtre. Ici, tu vois, Corinne, j'ai ajouté une étape 0. Hein. Oui, oui. Alors, la technique que Tim Ferriss, dans ce livre La semaine des 4 heures, propose, c'est par rapport à la peur, mais pour moi, c'est exactement applicable. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Ça pourrait être aussi bien avec ce que je n'ai pas envie. En fait, je dois faire, je sais pas, ma comptabilité, ou je dois me mettre à étudier, ou faire un résumé de quelque chose. Donc, la première chose qu'il dit, c'est que on revient dans le concret. C'est-à-dire, d'abord, on définit clairement ce qu'on entend par la peur ou par la non-envie, la représentation interne que je me fais de la tâche. Donc, c'est la première chose, l'identifier. Oui, mais tu dis, ouais, j'ai pas envie, mais c'est flou. Donc, c'est quoi que tu veux faire? Alors, je vais peut-être éventuellement dire, quoi la première action? On va voir aussi ça sur les méthodes, mais c'est quoi la première action que tu dois faire? C'est quoi que tu vas faire dans la première heure? Si tu fais Pomodoro, c'est quoi que tu vas faire dans les premières 40 minutes ou je ne sais plus combien de temps c'était. Donc la première chose, c'est de dire euh, c'est quoi la tâche et qu'est-ce qui va se passer. Là, c'était par rapport à la peur, mais pour moi, c'est la même chose. De nouveau, comment tu te la représentes? Et ici, pour la peur, c'était la façon pire, la pire chose qui pourrait arriver si tu prends l'action, si tu fais l'action, ou les conséquences irréversibles. Et pour moi, là, c'est pas tout à fait adapté, mais par contre, c'est de dire, tiens, mais voilà, cette tâche dont tu n'as pas envie, quelle représentation tu t'en fais? Quelle représentation? Ouais, c'est chiant, il faut écrire, il faut se concentrer, ou je ne sais pas exactement quoi. Moi, j'ai la même chose avec, je dois faire ma compta, et c'est dans ma tâche, la liste des tâches tout le temps, et je postpose en permanence. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, si j'applique cette méthode, en fait, je me dis, là, ce matin, par exemple, je trouve que je suis très créatif et je pourrais beaucoup mieux utiliser mon temps à écrire ou à faire des résumés ou à faire des podcasts, des choses pareilles, que de faire de la comptabilité, que je trouve une tâche absolument inintéressante. Donc, ce que j'ai peur, ce qui m'arrive si je fais la tâche, c'est que je ne vais pas écrire. Donc, c'est ça la chose pire qui va se passer si je fais l'action. Après, ici, il y a évaluation des risques. Après avoir envisagé les pires scénarios, évaluer l'impact potentiel, l'impact potentiel de ces scénarios de vie. Hop, je vais revenir ici, j'ai perdu la page. Et c'est oui, voilà. Qu'est-ce qui va se passer si tu as évalué l'impact des potentiels des scénarios sur la vie, considérer la probabilité de chaque scénario, de voir un petit peu ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe si tu n'écris pas? Qu'est-ce qui se passe si tu n'écris pas ce matin? Qu'est-ce qui se passe si tu fais ta comptabilité? Qu'est-ce qui va arriver de pire? Et même à la limite, on peut imaginer dans les deux sens, c'est-à-dire en fin de compte aussi la satisfaction de faire ou de ne pas faire. On va y revenir après. Pour chaque scénario négatif identifié, réfléchissez aux stratégies pour prévenir. Moi, dans le cas, par exemple, d'écrire à la place de faire ma comptabilité, je dis, ben ouais, ok, c'est bien, mais cet après-midi, après une promenade, je vais me mettre à écrire et j'aurai quand même résolu ma question. Et en plus, j'aurai la satisfaction d'avoir fait cette tâche que je n'ai pas envie de faire. Et de nouveau aussi, l'étape suivante, c'est le coût de l'inaction. Bon, donc lui, il évaluer les coûts de l'inaction, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si tu fais pas, si tu le fais pas et que tu postposes. On va arriver au syndrome de last minute. Hein, je ne réagis que quand j'ai le deadline.
Je dois remettre ma déclaration, je dois remettre mes comptes à la Banque nationale, etc. Et là, je ne suis pas prêt et je vais avoir des amendes et des choses pareilles. Donc, en fait, le coût de l'inaction, c'est de nouveau quelque chose qui me permet de clarifier cette tâche que j'ai en face de moi. Analyser les avantages, comparer les risques potentiels, le coût de l'inaction avec les risques potentiels de passer à l'action. Mais là, je l'ai dit, qu'est-ce que j'aurais comme avantage de faire l'un, avantage de faire l'autre, et ça, c'est OK. La seule chose que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on avait identifié, quand on avait travaillé ça, que ça me mettait en action. Ça avait tendance, quand on fait l'exercice complètement, ben, on avait juste envie de le faire. Bon, ça bien, ça résout le problème de la procrastination. Mais la question pour moi était de dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin? Parce que peut-être que cette procrastination est un signal que mon corps me dit, que mon esprit me dit, qui fait que je ne dois pas faire ça. Par exemple, si je prends l'exemple de la comptabilité, je dis, mais qu'est-ce qui t'oblige à te farcir des heures de comptabilité alors que tu pourrais demander à quelqu'un de le faire? Genre de choses pareilles. Et cette procrastination, c'est peut-être simplement un signal que quelque chose ne me convient pas. D'accord? Alors pour ça, il y a une pré-étape et qui effectivement, et là on retrouve beaucoup de choses qu'on retrouve dans la PNL, c'est-à-dire effectivement, tu as cette tâche que tu postposes en permanence. Ok, euh, quelle valeur ça satisfait? Quel objectif à long terme ça va satisfaire? Même à moyen terme d'ailleurs. Est-ce que cette action est alignée avec ce que tu veux faire? Si tu veux pas le faire, peut-être il y a des motifs de ne pas vouloir le faire. Donc première chose, est-ce que c'est aligné avec le sens que je veux donner à ma vie, avec les valeurs, en quoi c'est important? Ensuite, examiner les motivations derrière l'envie de prendre cette action. Bon, ok, c'est la contrainte. Bon, ok, c'est la contrainte. Et je comprends pourquoi j'ai pas envie. C'est parce que c'est une contrainte et que je n'aime pas, et etc. Et voir, bon, ici dans le cas de la comptabilité, j'ai pas beaucoup le choix parce qu'il y a des gens qui s'assurent que je fasse ce que j'ai pas envie de faire. Mais ça peut être parfois, je le fais simplement parce que mes parents me l'ont dit, ou mon prof me l'a dit, ou mon frère me l'a dit, ou ma femme me l'a dit, ou n'importe qui. Donc en fait, explorer les motivations. Est-ce que c'est de moi que ça vient, cette motivation? Ensuite, il y a cette notion d'intuition que je trouve aussi toujours importante, cette notion de dire qu'est-ce qui se passe qui fait que systématiquement, cette tâche, chaque fois tu la postposes. Systématiquement. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te parle de quelque chose? C'est oui ou c'est non. Si la tâche, je dois résolument la faire, c'est vraiment pas un problème. Mais si je prends le temps d'écouter ça, de questionner mes motivations et de questionner mes valeurs et les objectifs qui sont satisfaits ou atteints en faisant cette action, je vais pouvoir déjà recadrer déjà assez fort l'action que je vais devoir faire. Après consultation, réflexion, je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu en penses, pourquoi ça se fait que moi j'ai pas envie, etc., etc. Donc ça c'est l'étape préalable qui pour moi a pour but de vérifier que l'action que je procrastine, je dois vraiment la faire. Et pas que c'est simplement quelque chose que je fais pas et que je vais me mettre des contraintes pour faire des choses que j'ai pas besoin de faire. Je pourrais trouver quelqu'un pour le faire à ma place ou des choses pareilles. Bon, action, réaction, Corinne? C'est une belle adaptation de Tim Ferriss, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, non, c'est bien. C'est bien. Après, je pense qu'il y a un vrai sujet quand même à réfléchir avec la personne avec qui on travaille sur aller plus loin que juste je procrastine et chercher un peu quelle est la vraie raison qui fait que... Parce que ça peut être basé sur plein de choses, quoi. La raison pour laquelle on procrastine. Absolument. Allons-y pour ça, parce que je trouve qu'effectivement, ça va élargir et on rentre encore plus dans le cœur du sujet. Euh, Quels sont pour vous les éléments qui déterminent la procrastination ou pas? Si vous prenez soit votre cas, soit un cas que vous connaissez, qu'est-ce qui vous vient? Moi, j'ai deux exemples, hein, Oui, qui se ressemblent très fortement. Bon, mon frère, qui hélas n'est plus, est
procrastinait beaucoup, jusqu'au point où, comme il faisait pas ses démarches de payer ou de faire ses démarches administratives, se retrouvait dans des situations pas possibles, notamment au niveau du syndic, hein. Et j'ai trouvé il y a pas longtemps une copine, une connaissance, hein, qui est exactement dans le même cas de figure, hein, et qui s'est retrouvée à force de pas réagir aux relances, notamment de paiement ou de démarches, à se retrouver vraiment dans la merde, au point où on est venu carrément lui poser comment ça s'appelle, un sabot sur sa voiture, ou même lui enlever la voiture, je sais plus, alors que c'était son outil de travail, et que là c'était encore pire, sa situation financière était complètement catastrophique, et que là, n'ayant plus le choix, elle a fait appel à l'aide à son père et notamment à moi pour qu'on la sorte de la problématique. Je lui dis, mais oui, mais enfin, je veux dire, tu as fait l'autruche pendant des mois, et maintenant, par un coup de baguette magique, il faut qu'on t'en sorte, quoi. Donc, il n'y a aucune responsabilité de ta part, hein. Il faut qu'on résolve le problème à ta place, en fait. Donc, enfin, moi, cette histoire de procrastination me touche pas mal parce que j'étais concernée déjà avec mon frère, et je m'aperçois que ben il y a pas mal de gens, voilà. Si je reprends, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une définition que tu voulais nous donner au départ avec le schéma, si on peut vraiment considérer que la procrastination finalement provient d'expériences, hein, qui généraient un différentiel, hein, entre ce qu'on avait projeté et ce qu'on récolte finalement comme satisfaction. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas, il y a même pas de motivation à la base, quoi. Payer ou soit on a une conscience, effectivement, on va être en règle pour pas être ennuyé derrière, et puis voilà, on est réglo et on fait ses démarches, etc. On paie ce qu'on doit payer. Soit, effectivement, mais ça, enfin, c'est pas une motivation en soi, à part avoir la sérénité dans la tête, quoi. Et il y en a d'autres qui, ça l'emporte même pas pour être tranquille, quoi. Ouais, 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 ouais. Intéressant. Et j'ai envie d'ajouter, c'est vrai que la plupart du temps, quand c'est une tâche qu'on n'aime pas trop, et c'est pour ça qu'on procrastine, c'est pas pour rien. Moi, par exemple, ces tâches administratives que je déteste particulièrement, ou parfois ça peut être une tâche d'entretien, enlever les feuilles mortes dans la gouttière, ou enfin des choses pareilles qui ne m'intéressent absolument pas, mais je sais que c'est intéressant. J'avais travaillé la fois passée, c'était sur la notion de je me sens tellement bien, tellement content de moi quand c'est fait. Et je dis, mais comment c'est dingue que je ne pense pas à ça avant, enfin au moment où je procrastine en fait. Au moment où je dis je ferai ça demain, ou demain ou après-demain. Et plusieurs fois, je suis passé à l'action en ancrant cette sensation. Donc j'ancrais cette sensation, waouh, que je suis quand même fier d'avoir fait cette chose que je n'aime pas, mais au moins sentiment d'utilité, les choses sont faites, les choses sont en ordre, enfin un sentiment de valeur, pour moi les choses sont faites, les choses sont en ordre, j'ai contribué à entretenir la maison ou l'administration, et j'avais ancré cette sensation de satisfaction, donc c'est la deuxième courbe quelque part, parce que la première, il n'y en avait pas effectivement, aucun désir, donc pas de courbe au début, une énorme à la fin, mais quand je suis avant la tâche, je ne suis pas en contact avec cette satisfaction. Donc je ne peux même pas anticiper que je vais être content. Je ne vois que la tâche embêtante. Et plusieurs fois, j'ai pu faire une mise en action simplement parce que j'avais ancré ce puis mais tu te rappelles comment tu te sentais bien? Rappelle-toi la semaine passée quand tu as fait ça, comment tu te sentais après? Waouh, génial! Sentiment, tu sais, le devoir accompli, là. C'est le sentiment du devoir accompli. Moi, c'est quelque chose qui est kinesthétiquement fortement ancré. Si j'ai la bonne idée d'y penser avant de postposer, eh ben je démarre tout de suite. Pour moi, en fait, c'est pour ça, c'était pas vraiment une définition, Marie, ce que je donnais, c'était plutôt, pour moi, ce sont des éléments de ce que j'appelle un modèle, c'est-à-dire des choses sur lesquelles je vais pouvoir jouer. Et comment je peux créer du désir, par exemple? Donc, si on apprend le premier pic, le pic du désir et le pic de la récompense, comment faire pour amplifier l'action, le passage à l'action, en augmentant le désir? Par exemple,
imagine-toi quand tu auras reçu ton diplôme, que tu vas réussir ton examen, tu te vois arriver là, tu reçois tes points par email et tu vois que tu as une super bonne cote ou que tes documents sont faits ou pour moi que tu as le sentiment du devoir accompli. Donc en fait, ah ouais, ça j'ai envie. J'ai envie de vivre ça. Donc je vais me générer une courbe bien intense pour pouvoir l'amplifier. Et puis à ce moment-là, je dis, OK, mais là je ne l'ai pas. Il faut que je fasse ça pour ça. Mais comme j'ai encore cette sensation, ça peut être suffisant pour utiliser le creux pour me motiver et avancer. Euh, pour moi, ça veut dire que tu penses que les gens font pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont un peu la flemme, entre guillemets. Et la procrastination, pour moi, c'est pas toujours dû à la flemme. Tu vois, moi, j'ai des élèves qui préfèrent pas me rendre quelque chose plutôt que de me rendre quelque chose qui est pas parfait, par exemple. Et j'avais assisté à une conférence et je peux partager si tu veux. Le prof, là, il avait trouvé 6 sources issues de la procrastination. Et certaines sont dues au fait, justement, parce que j'ai la flemme, mais d'autres, je trouvais qu'elles étaient assez intéressantes. Lui, il disait qu'en fait, la procrastination, une des premières sources, ça peut être le besoin de tout contrôler. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un te dit qu'il faut faire quelque chose, toi, t'aimes bien que décider comment toi tu dois faire les choses. T'aimes pas qu'on te dise qu'il faut que tu rentres ta déclaration d'impôt le 8 juin parce que c'est pas comme ça que tu vois les choses. Et rien que parce qu'on t'impose quelque chose, tu procrastines parce que tu supportes pas qu'on te dise de faire autre chose. La deuxième raison, c'était la recherche du plaisir, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tout ce qui compte, c'est maintenant, te faire plaisir maintenant, et ça revient un petit peu à ce que tu disais, c'est-à-dire, Mhm. ok, peut-être que je me sentirais bien dans un an, parce que si je révise aujourd'hui, j'aurai une bonne note l'année prochaine, mais en fait, c'est tellement loin que, en fait, j'arrive pas à me projeter, puis moi, ce que je veux, c'est être bien maintenant, et les conséquences futures, en fait, je m'en fiche. L'autre raison, et là ça pour moi c'était intéressant, c'était la peur de décevoir et la peur de l'échec. C'est-à-dire que si je fais, ben, peut-être que je vais me tromper, peut-être que je vais décevoir quelqu'un, et donc dans ces cas-là, je préfère pas faire parce que comme ça, si je fais pas, bon bien on me critiquera pas avoir fait, mais on critiquera pas le travail que j'ai fait. Ça sera juste le fait que j'ai pas fait. L'autre raison, c'était la peur de la catastrophe. Si je le fais, bah, ce qu'on disait la dernière fois, par exemple, pour partir à l'étranger, si je pars à l'étranger, peut-être que je vais me faire kidnapper, on va me voler toutes mes moyennes, enfin, ça va être horrible. Donc, je préfère pas faire plutôt que ça soit l'horreur. Et la dernière chose aussi, et ça, je le vois énormément à l'école, c'est le fait de manque d'énergie. Je suis trop fatiguée, j'ai pas assez dormi, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, donc je fais pas parce que ça va pas. Voilà, ça va pas. Et en fait, si tu voulais, ça irait, mais je m'auto-convainc que j'ai pas assez d'énergie pour le faire. Et l'autre chose, la sixième chose, c'était le manque de confiance en soi, c'est-à-dire je me sens tellement nulle que de toute façon, je préfère pas le faire parce que je suis nulle. Et je trouvais que dans toutes ces raisons, il y avait des choses qui font que ouais, j'ai pas envie, mais il y en a d'autres, ça va plus loin que je préfère pas faire comme ça, on me critique pas, quoi. Ouais, ça, oui, t'as dit beaucoup de choses, donc ça va être difficile d'y répondre, je n'ai pas retenu tout, mais je trouvais qu'intéressant cette histoire du contrôle. Alors la question, c'est comment, en tant que pénaliste, on peut recadrer cette notion de contrôle, c'est-à-dire, en fin de compte, euh, ça faisait penser effectivement, je dois rentrer ça pour telle date. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai pas la perception que c'est moi qui décide. Si c'est dans 2 mois, je peux décider c'est dans 2 mois, ça c'est le deadline, mais moi je décide, je le ferai la semaine prochaine. Donc en fait, je recadre la décision en disant, ok, c'est pas après, c'est pas avant, mais c'est toi qui décides quand tu le fais. Donc je dirais un travail de recadrage en disant, je raccourcis l'échelle de temps et là, je te rends maître de ta propre décision par rapport au contrôle. Où ça me semble plus compliqué, cette notion de peur de décevoir, ou pas envie de rentrer quelque chose de mauvais. Donc, avoir des critères de contrôle et de perfection. Hein, de perfection. J'imagine que ça, dans la process com, il doit y avoir plein de choses qui doivent parler. Ça, Karim pourrait le dire. Mais et là, ce qui me revient, c'est que j'avais trouvé aussi, et c'est aussi le copain Huberman qui me l'avait dit, c'était une notion de faire tout un travail sur la récompense n'est pas le résultat,
la récompense, c'est le processus d'apprentissage que j'accomplis, etc. Tu vas me dire, pour les élèves et les étudiants, c'est pas, c'est facile, c'est vite dit, etc. Mais c'est en fin de compte valoriser l'effort, valoriser la friction. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est difficile, mais je suis tellement content quand je l'ai fait parce que je l'ai fait avec mes mains, je l'ai appris moi-même, etc. Donc, satisfaction de grandir à travers l'action plutôt que simplement viser le résultat. Mais ça me paraît pas facile non plus avec certains types d'étudiants. Par contre, moi, par exemple, dans mes activités, je suis un très mauvais prospecteur, très mauvais vendeur, par exemple. J'ai des croyances négatives sur la vente assez phénoménales. Donc, en fait, je fais pas du tout et pas assez. Par contre, là, par exemple, il y a des moments où je me dis, ça suffit, j'ai quelque chose à apprendre de cette tâche que je déteste. Et je veux dépasser ça pour voir qu'est-ce que je vais en retenir, qu'est-ce que je vais apprendre. C'est parce que à ce moment-là, je peux développer cette notion de waouh, fierté de me mettre en marche et de progresser sur un plan personnel. Bon, j'imagine que pour certains étudiants, c'est pas du tout d'actualité. Mais donc, l'accent sur le processus plus que sur le résultat, je trouvais que c'était intéressant parce que ça vient démonter la croyance opposée qui est je suis pas doué pour les maths, je suis pas doué pour le français, je suis pas doué pour rédiger, je suis pas doué et c'est comme ça et je vais rien faire contre, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me dit parce que si j'arrive à rentrer dans la peau de quelqu'un qui je suis en apprentissage, le critère de perfection, il tient pas beaucoup hein, sur ça. Si j'arrive à prendre cette rédaction, cette thèse, et dans mon chemin d'apprentissage, forcément, ça ne sera pas parfait. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais qu'est-ce que tu en fais avec des étudiants? Ça, c'est une autre question. Karim, au niveau de la process com par rapport à la procrastination, est-ce qu'il y a il y a des drivers, comme on dit en process com, qui favorisent la procrastination et d'autres qui permettent de se sauver de la procrastination? Il y en a, oui. Attends, dans la question que tu poses, est-ce qu'il y a des drivers? Non, pas spécialement. Je dirais que non. Après, c'est un mélange de beaucoup de choses, en fait. Parce que dès que les personnes sont sous stress, en fait, elles manquent de motivation, du coup, ou elles orientent leurs pensées sur des choses qui sont pas les bonnes. Donc, du coup, non, je sais pas. La vérité, j'ai pas vraiment la Ouais, réponse ouais, ouais. à ta question. Je dirais que je sais pas. Je sais pas du tout. Et sinon, pour le reste? Sinon, pour le reste, ouais, moi, j'avais vu un peu ce que t'avais présenté. Je trouve ça intéressant. Et donc, en fait, c'est toujours lié très souvent à un manque de motivation à une tâche ou à une action, quelle qu'elle soit. Et la dernière fois, je t'avais partagé le truc la motivation est la première marche, et après, il y a quelque chose qui est la détermination. C'est vraiment l'envie de le faire et la continuité, donc dans un cercle vertueux pour pouvoir avoir envie de faire les choses. Et il y a des choses dont on n'a pas envie de les faire, comme par exemple les tâches administratives ou autres, et quand on se sent, on n'a pas du tout l'envie de le faire. Je me rappelle plus dans quel livre j'avais vu que c'est des tâches sur lesquelles il ne faut pas mettre de la réflexion. Il faut être directement dans l'action. Et surtout pas les repousser. C'est vraiment dès qu'on a à le faire, il faut le faire. Et sans commencer à réfléchir, je le ferai plus tard. Du moment qu'on se dit on le fera plus tard, on ne le fera jamais. D'où l'exemple que Maryse a partagé, où est-ce que la personne s'est mise dans un... Elle a accumulé des choses et au fur et à mesure de la nouvelle chose, elle a rajouté une chose au moment critique où est-ce qu'elle pouvait plus faire autrement que de demander de l'aide. Que voilà, en fait, voilà, en gros, c'est ce que j'ai à partager. Donc, c'est être directement dans l'action quand il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il y a quelque chose qui vient complémenter ce que tu dis. Je ne sais plus non plus la source, je peux la retrouver, mais euh, une affirmation qui dit qu'en fin de compte, la motivation ne vient pas en premier, c'est l'action qui commence. De l'action découle la motivation. Je ne sais plus où était la source par rapport à ça. Je trouvais que l'idée intéressante et elle justifie un des remèdes potentiels de la procrastination qui consiste à dire tu commences pendant 2 minutes et si après 2 minutes tu peux arrêter. Oui. Ou alors c'est une autre chose, c'est dire ok je dois faire de la comptabilité à la place de me laisser un temps
de réflexion pour me trouver une excuse, je fais un décompte, un compte à rebours. À partir du moment où je dis je vais faire ma comptabilité, je commence à compter à partir de 20, 19, 18, 17, et quand je serai à zéro, je serai devant ma feuille ou devant mon écran. C'est-à-dire, en fin de compte, je bloque la réflexion parce elle est inutile. Et là, je te rejoins. C'est pour certaines tâches, réfléchir, ça sert à rien. C'est plutôt commence et tu verras bien. Et effectivement, une fois que tu commences la tâche, c'est beaucoup plus facile de la continuer que de s'arrêter en fait. Et donc arrêter la tâche, même si elle est embêtante, une fois qu'on est en route, on se dit mais c'est trop con quoi. Je suis en route, je vais pas arrêter quoi. Donc Mm. cette histoire de décompte, je trouvais intéressant. Et alors on dit parfois 5 minutes, parfois on dit 1 minute. Ça n'a pas d'importance, mais ça veut dire mets-toi en action en mode robot. Et une fois que tu auras commencé, tu peux décider d'arrêter. Ouais. Et il y a aussi les conditions dans lesquelles tu te mets pour le faire. Je crois que je crois que tout est dans le livre Atomic Habits, je crois. Et où est-ce qu'il explique que quelqu'un qui veut faire du sport, mais en fait, plus il y a d'étapes, moins tu vas faire les choses. Et que la personne qui se dit, voilà, tous les matins, je vais aller courir, il faut que ses vêtements soient déjà préparés qu'il ait juste à s'habiller sans vraiment réfléchir pour sortir directement de chez lui. Mais si il doit aller récupérer les affaires dans le placard, mettre ses baskets, machin, il va peut-être pas le faire. C'est ça, Donc, ouais, ouais. moins il y a d'étapes, plus il y a de réussite aussi. C'est- Oui, c'est ça. Et c'est vrai que tu dois faire une tâche, même administrative, et tes documents sont ouverts, ton Excel est déjà prêt et tu démarres plus facilement. Oui, c'est diminuer ce qu'ils appellent ça, le déclencheur, c'est ça? C'est le déclencheur, hein, je pense qu'ils parlent dans Atomic Habit. Autant quand tu veux arrêter une habitude, tu vas mettre ta télécommande à la cave, comme ça tu es sûr que tu vas pas allumer ta TV quand tu rentres. Et par contre, si tu veux faire une tâche, tu fais tout pour que tout soit installé, qu'il n'y ait plus qu'à, il y ait plus qu'à, et ça va vite. Donc c'est absence de réflexion. Ça me faisait penser aussi, mais je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais dans un bouquin de Bandler qui disait, si vous devez téléphoner pour parler à quelqu'un, et que vous hésitez, que vous postposez, et que vous postposez, bien, faites le numéro, et à ce moment-là, décidez si vous allez continuer. Mais une fois que vous avez fait le numéro, ça va décrocher et on n'aura plus le temps et on va être interrompu et on va démarrer, quoi. C'est-à-dire, en fait, démarrer le processus et, et les choses vont avancer, quoi. Je sais plus, j'avais aussi autre chose par rapport à ça. Pour moi, il y avait si on revient purement PNL, il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles je peux jouer. Alors, tu l'as dit tout de suite, Karim, c'est effectivement, il y a des choses qu'il ne faut pas réfléchir. Hein. Je dois le faire, tu le fais tout de suite, et comme ça, t'es tranquille. Mais je pense que pour ça, il faut un état d'esprit, il faut quelque chose. C'est pas donné à tout le monde de faire ça, de dire je dois le faire, je le fais tout de suite et comme ça je suis tranquille. Il y a quand même des croyances qui se mettent en place pour dire comme ça je serai tranquille. Si je prends l'exemple de Corinne qui disait ses étudiants, moi ce que je veux c'est avoir du bon temps. Maintenant, le je vais être tranquille, ça va pas prendre. Ça va simplement pas prendre. Non? Isabelle, comment est-ce que tu procrastines? Donne-nous un exemple. Moi, je procrastine parce que moi, je veux que ce soit parfait, Ah, le résultat. Donc, moi, je suis plus, c'est pas le contrôle, mais c'est du coup, comme je sais que ça va pas être parfait, par exemple, c'est pour les publications sur les réseaux, les choses comme ça, tout ce que je fais, c'est jamais à la hauteur de ce que je voudrais, donc du coup, j'en fais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as une représentation de ce que ça voudrait dire, c'est parfait. C'est par exemple un article, par exemple, je sais pas, quelque chose Oui, que tu voilà, c'est écris. un article ou c'est voilà une présentation d'une conférence que je fais. Et, alors j'ai trouvé le moyen, c'est que effectivement, comme dit Karim, je me mets dans l'action, mais par contre, je ne regarde absolument pas ce que j'ai publié. Comme ça, je ne reviens pas dessus en me disant, oh là là, c'est moche, oh là là, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû mettre cela, il manque des infos. Je publie, je mets même pas 10 minutes, parce que si je reste plus de 10 minutes dessus, je vais commencer à le relire, je vais changer la formulation, je vais essayer de mettre plus de
décoration, plus de thèmes qui ressemblent à mes réseaux. Et là, je suis sûre que ça part pas parce que ça me plaît pas. Mais alors, comment, juste avant que tu commences, même quand tu publies et que tu regardes pas, qu'est-ce qui Ah fait bah que tu... j'y vais, je fonce, je fais vraiment à minima et je lance la publication. Et d'ailleurs, c'est mon fils des fois qui me renvoie, qui me dit, Maman, il y a une ou deux fautes d'orthographe. Donc je retourne vite modifier les fautes d'orthographe là où il me les a dit sans lire le post. Je dis nickel, on s'est organisé comme ça. Ah oui, il relit pour voir les coquilles qui sont restées Voilà, mais c'est déjà publié en fait. C'est quand il la voit passer, il me dit, ah, alors bon, maintenant j'essaye, voilà, j'ai un peu plus pris confiance en moi, mais je n'aime pas. J'avoue que là, j'ai donné une conférence, j'aurais dû faire deux, trois publications pour l'annoncer avant et je les ai pas faites. J'ai fait l'avant-veille de la conférence en disant, tiens, je fais une conférence dans 2 jours si ça vous intéresse. Ça me paraît intéressant aussi dans le sens que, en termes, on va dire, d'organisation, que ce soit pour organiser une conférence, etc., à partir du moment où, en fait, il y a quelque part, ça rejoint la technique que je vous ai montrée là tout à l'heure, c'est-à-dire, en fin de compte, bien visualiser, se faire une représentation concrète de la tâche, aussi bien quand elle est accomplie que les différentes étapes, mais effectivement à ne pas tomber dans ce piège, c'est-à-dire en fin de compte de faire un peu au hasard, bah oui je vais le faire comme ça. En plus on se dit qu'on a du temps puisqu'on n'a pas réfléchi aux étapes et donc en fait on est forcément en retard à partir du moment où on le fait quoi. Et Rénuit, Oui, oui. Alors moi, ça me ramène, je résonne complètement avec tout ce qui a été dit. Ça me ramène aussi à la notion de choix et du renoncement. J'ai l'image de, voilà, quand je procrastine, me retrouver un petit peu à un carrefour et me dire, bah, j'avance plus parce que bah, il y a plusieurs possibilités et j'ai pas envie de renoncer à l'une ou l'autre. Donc, je suis là et je stagne. Et du coup, faire un choix, bah, je vais commencer une tâche, comme ça, et en même temps, je vais penser à ce à quoi je renonce. Je dis, mince, il y a autre chose à côté qui est tellement plus important. Et puis, je le laisse de côté et hop, et je reviens. Puis, je retourne vers l'autre choix. Voilà, je fais quelques tâches quoi, en me disant, bon, ben, voilà, je suis dans l'action, ça aussi, il faut le faire. Mais en même temps, plus j'avance dans cette action-là, j'ai conscience que je renonce à l'autre choix. Donc, je reviens dans mon carrefour. Voilà, donc j'ouvre plein de livres comme ça, sans jamais les refermer. Donc, ma procrastination, c'est de l'action sans aller jusqu'au bout. Et ça me ramène à faire un choix, c'est aussi renoncer aux autres choix et en accepter les conséquences qui peuvent être un peu désagréables des fois. ouais ça c'est super parce que procrastiner c'est la réticence ou difficulté de commencer, mais tu as tout à fait raison. Il y a aussi la difficulté d'arrêter, de terminer. C'est ton article parfait que tu ne termineras jamais si tu gardes le critère parfait, Isabelle. Mais c'est aussi, effectivement, zut, si je fais ça et que je le termine, moi je sais, mon premier bouquin, c'était terrible. En fait, j'ai mis un temps fou à l'écrire et quand je le relisais après, je dis mais mes idées ont changé depuis quoi, je peux recommencer le bouquin quoi. Et je me suis dit, ce qui m'a sauvé, c'est que je dis tout ce qui me vient maintenant, c'est pour la deuxième édition. Et je dis ça, c'est ma pensée à ce moment-là. Et mes idées, je ne les mets pas à la poubelle parce que c'est le regret de ce que tu abandonnes quand tu ne les mets pas. C'est je les garde pour la seconde édition. Et ça m'a permis de terminer parce que sinon je ne terminais pas quoi. J'ai un bouquin sur la modélisation que j'ai écrit en 2002. J'ai 175 pages. Je ne l'ai jamais publié. Parce que j'avais 3 chapitres où je parlais de systémique, de théorie du chaos, enfin des choses pareilles. Il fallait creuser ça à fond. Alors à un moment donné, j'ai sorti tout ça des chapitres en disant si c'est pas mûr, c'est pas prêt, je le mets pas, je le mettrai pour la prochaine édition. Et puis je suis passé avec là, le deuxième syndrome, mais j'ai tellement d'autres choses que j'ai envie de faire que je termine pas le livre, je termine pas le projet, je termine pas. En fin de compte, on termine pas parce qu'on peut pas choisir. Oui, Et c'est c'est ça. vrai, et qu'on rencontre, c'est pour ça que je me retrouve assez bien dans ce que tu as dit aussi par la perfection,
Par exemple, j'ai fait une formation sur la gestion des contenus et de l'information et je l'avais fait en live. Donc, c'était des rendez-vous, et je parlais comme ça et je racontais. Et ça, c'était bien, mais pour moi, si j'avais préparé un peu plus à l'avance et préenregistré, ça aurait été mieux. Donc, je dis, le prochain, je vais le préenregistrer. Et ça va bientôt faire 1 an et j'ai pas commencé. J'ai pas commencé, d'une part parce que j'ai d'autres projets et d'autre part parce que je veux faire en préenregistré parce que je veux que ce soit meilleur. Et là, ça met le critère qui fait que je commence pas. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, et alors j'admire parce que c'est une stratégie maintenant, tout ce qui est formation en ligne, les gens disent ne perdez pas votre temps à faire une formation en ligne que vous n'allez peut-être jamais vendre. Donc, faites une annonce, plongez, même avec le cours non fait. Pré-inscription éventuelle, et quand vous avez les inscriptions, c'est le moment de commencer parce qu'il y a du besoin. Bon, moi, ça, franchement, c'est pas pour moi parce que je n'ai pas un critère de perfection très poussé, mais là, non, Là, c'est se mettre en plus une grosse pression, je dirais. Oui, c'est ça. C'est se mettre... D'attendre d'avoir des préinscriptions pour attaquer la mise en forme du cours, là, je crois que c'est... Là, c'est... Mais maintenant, on a quand même dit beaucoup de choses par rapport à pas terminer, pas commencer, perfection, etc. Je pense qu'il y a tout un travail qui est tout à fait possible sur les représentations, hein. Quand je te demandais c'est quoi un article parfait, en fait, si tu dis un article parfait, c'est un article publié. Et c'est fini, hein. Parce qu'un article parfait dans ton tiroir, c'est absolument pas parfait, quoi. C'est ça, Donc, voilà. en termes de recadrage, pour moi, c'est ce genre de choses-là. Une autre technique qui me vient, qui me semble assez évidente, c'est la visualisation. Prendre le temps de s'arrêter et de visualiser, soit le processus, si c'est ça qui compte, soit le résultat final. Travailler sur la ligne du temps. Je sors de ma ligne, je vais devant, je me retourne, je regarde le travail fait, comment je me sens, je reviens avec ça, et est-ce que ça te motive? Avec des précautions, hein, parce que c'est le fameux Huberman qui avait dit que si on s'associe trop au résultat, en fait, on provoque la même activation du circuit de la récompense que si on l'avait vraiment fait, et donc Et on est satisfait et on ne le fait a un plus. pic de dopamine sans avoir fait l'action. C'est ça, et on ne reste pas dans le creux et on ne passe pas à l'action. C'est intéressant parce que ce schéma explique ça. Il explique ça, qu'effectivement, si je visualise trop bien, non, ça marche pas, quoi. Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? Les ancrages, moi j'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai vraiment cet ancrage. J'ai une victoire, je fais un bon test, je fais un bon document, je fais un bon article, j'ancre. Je suis fier de moi, c'est en ligne. Je suis fier de moi, c'est publié. Oui. Et après, quand j'ai la prochaine action, j'active l'encre pour contacter cette satisfaction-là. Et pour autant que ça n'active pas le pic de dopamine, c'est quelque chose. Une autre chose, mais Karim l'a encore dit tout à l'heure aussi, c'est tu commences, tu réfléchiras après. Hein, c'est un peu ça. Moi, je j'avais vois... accompagné Oui, quelqu'un justement sur une problématique de tâches administratives et avec les questions du clean language, elle s'était rendue compte qu'elle avait sa représentation de cette tâche administrative qui n'était pas dans l'absolu énorme, mais elle le voyait comme une immense montagne noire. Donc, du moment que voilà, cette représentation elle n'est pas modifiée, la personne, elle va quand même avoir cet aspect-là, ou ce ressenti que c'est immense, en fait, et que c'est pas une montagne verte, c'est une montagne noire. Et du moment que je l'avais pas accompagnée à modifier la couleur, et ainsi de suite, le truc, elle avait un rejet de cette tâche-là, et après, elle l'a fait, hein. Elle a tout fait. Donc, Ah, c'est aussi accompagné sur la représentation. donc tu as proposé éventuellement qu'elle fasse des petites adaptations à sa représentation ou... Ouais, c'est ça, oui. Ouais, ouais.
Ce que j'avais déjà travaillé un certain temps, c'était quand je découvrais le clean language, mais je ne l'appliquais pas de manière propre. C'était qu'en fin de compte, là, je travaillais plutôt les métaphores au sens de Lakoff et Johnson, où quand ils me disaient, par exemple, c'est une montagne. Alors j'explorais la métaphore, c'est pas clean langage du tout, hein, mais j'explorais la métaphore. Ok, c'est quoi les composantes qui font que tu appelles quelque chose une montagne? C'est quelque chose de gros, c'est quelque chose de haut, c'est quelque chose de large. Enfin, on peut les composantes, c'est-à-dire les éléments qui font que la métaphore, ce travail est une montagne, a du sens. Et une fois qu'on avait identifié les composantes essentielles, par exemple, pour une tâche administrative, c'est énorme, donc si c'est grand, je suis découragé, ou si je suis face à une montagne, je suis découragé parce que ça va être fatigant. On dit, OK, qu'est-ce que tu connais d'autre qui a cette nature de c'est fatigant ou c'est une grande tâche? Et après, on passait sur une autre métaphore en gardant uniquement les composantes. Si par exemple, je dis, OK, c'est une tâche, c'est grand, mais c'est grand parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est peut-être grand aussi parce que c'est important. Et que ça, et à ce moment-là, on faisait un glissement dans la métaphore en utilisant les éléments qui composent la métaphore pour passer sur une autre métaphore. J'avais travaillé avec une dame qui disait, oui, mais voilà, j'ai comme un poids sur la tête. Alors c'est comment on explorait, et c'était comme une malle. Pour finir, c'était une malle. Et la malle, je dis, c'est quoi les composantes d'une malle? Ben, c'est un contenant qui contient en général des choses anciennes. Hein, parce qu'une malle, on ne met pas des choses nouvelles, enfin, ou alors c'est une question de vocabulaire. Ça lui convenait, et on a dit, tiens, comment est-ce qu'on peut transformer? Et la malle est en fait devenue un musée qui contient des choses anciennes. Et puis sa représentation du musée a évolué tout à fait naturellement. Elle a vu des grands espaces avec des enfants qui jouaient, etc. Et quand elle a eu terminé ça, en fait, elle était complètement, je dirais, transformée dans sa manière d'appréhender les choses. Et donc, c'est un travail des représentations qui me semble particulièrement utile. Ce qu'on n'a pas dit ici, on l'a évoqué quand même, c'est la technique des petits pas, c'est-à-dire, en fin de compte, décomposer la tâche avec un ensemble de petites actions. Toujours Huberman, parce que c'est quand même le gars qui a plein de bonnes idées. Il disait, par exemple, un coureur de marathon, il court pas en voyant la ligne d'arrivée, parce que 42 km, je ne sais plus combien, c'est trop loin. Il peut pas se motiver pour atteindre quelque chose parce que c'est trop loin. Et on touche l'histoire des élèves, etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont modélisé une centaine de coureurs de marathon. Qu'est-ce qu'ils voient? En fait, les gens se fixaient sur le short du coureur devant eux. Celui-là, je vais le bouffer. Parce que c'était à 100 mètres, 50 mètres ou 200 mètres, j'en sais rien. Mais donc, en fin de compte, ils ont fixé une stratégie de visualisation de l'objectif qui était humainement visualisable, plutôt que les 40 km qui là, n'avaient aucun impact en termes de booster. Donc, en fait, tracer des petits objectifs. Ok, tu ne vas pas faire toute ta comptabilité. C'est comme pour la montagne. On va aller simplement à la première étape, au premier chalet qui se trouve au début de la montagne, sur le début du sentier. Et on va s'arrêter au sentier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu arrives au sentier? Ici, pour la comptabilité, tu vas faire uniquement encoder les opérations du mois de janvier ou les opérations du début du mois de janvier. Ou simplement faire tes reports ou des choses pareilles. Donc des petits pas ou des petites étapes. Ça me paraît aussi intéressant. Vous voyez autre chose? On peut aussi l'intention positive dans le sens de dire ok, qu'est-ce que ça va satisfaire chez toi, aussi bien de faire que de ne pas faire d'ailleurs. Ouais, ben c'est bon, satisfaction, etc. Donc l'intention positive peut être travaillée en disant tiens, mais qu'est-ce que tu cherches à atteindre en ne faisant pas, en postposant? Et ça, c'est de nouveau. Parce que dans le modèle avec les deux courbes que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, on peut avoir souvent une compétition de courbes.
J'ai la courbe du plaisir immédiat quand je vais sur Internet ou sur Facebook ou des choses pareilles, et j'ai la courbe de ma tâche que je dois faire. Et en fait, je pèse les deux choses et je dis, ah, ça c'est plus facile, c'est plus rapide, etc. Non? Deux poids, deux mesures. C'est Karim, hein, qui m'avait fait ça la fois passée. Karim, tu te rappelles? Qu'est-ce que J'hésitais je t'ai entre deux fait? valeurs, tu me les as fait mettre dans les mains. Ah, bah oui, oui. C'est Ouais, ouais, terriblement puissant, quoi. C'est terriblement puissant. Et j'avais lu quelque part que tous ces ancrages avec la main étant une des parties du corps qui a le plus de terminaisons nerveuses, donc sont les plus connectées à notre représentation interne, etc., qu'en fin de compte, tous les ancrages à la main sont terriblement puissants. Terriblement puissants. Plus que d'autres, je veux dire, tout simplement. Et ça, je trouvais aussi super intéressant, parce qu'on peut regarder, on peut déplacer, etc., etc. Autre chose? Est-ce que Hélène est là? On voit, on la voit bien figée là dans sa galerie, mais est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle nous entend? Non. Tu peux juste, Christian, redire les deux courbes là que tu comparais, la courbe de satisfaction de plaisir immédiat avec la courbe de quoi? Mais en fait, si je vois une tâche, je vais regarder un feuilleton de ma série préférée ou je vais faire ma tâche administrative. J'ai deux courbes. En fait, j'ai l'envie de faire. Probablement que pour ma série, elle va être supérieure. Et pour l'autre, elle va être toute petite parce que franchement, j'ai pas du tout envie de le faire. Et l'autre, la satisfaction, quand je l'aurai vu, ben tiens, voilà. Si j'ai fait la tâche, je serai plus content de l'avoir faite parce que je vais peut-être culpabiliser si je regarde ma série, quoi, je vais dire. Donc, en fin de compte, je peux me faire une représentation mentale sur base de ces courbes-là, des tâches à venir et choisir le chemin que je préfère. Par exemple, me dire, la première courbe, celle du désir ou de l'envie, est très grande face à Netflix, mais très petite après, parce que après, je vais pas me sentir bien du tout. J'aurai pas du tout un circuit de récompense activé. Par contre, pour l'autre, l'envie, il est vraiment faible. Par contre, je peux anticiper une superbe satisfaction d'avoir fait la tâche. Oui? Enfin, moi, je suis visuel, ça fonctionnerait, je pense. Mais je vais essayer demain. Alors, Hélène, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, c'est un sujet qui me parle bien, la procrastination. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même d'astuces, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que, alors moi, je suis toute nouvellement formée, certifiée, etc. Et du coup, c'est vrai que les ateliers, là, ça me permet en tout cas de venir remettre en lien, voilà, les différentes techniques de la PNL qu'on peut utiliser avec des choses toutes simples, voilà, pour pouvoir justement venir bouger un peu tout ce qui se met en route dans nos stratégies pour d'évitement, quoi. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, et j'ajoute parce que j'ai pensé tantôt et je ne l'avais pas noté. Moi qui suis un grand fan de la modélisation, c'est de dire, OK, une fois que j'ai une expérience où je procrastine pas, Mm, mm, j'ai fait comment? mm. J'ai Oui, fait comment? J'ai c'est fait ça. comment? Mm, De manière à refaire. Je- C'est soit travailler sur mm, ma croyance, travailler sur le déclencheur de mon action, de ma stratégie, hein. Comme disait Karim, tu commences, tu réfléchiras après, et la motivation, mm, ou amplifier ma représentation de détermination. J'aimais bien cette nuance, Karim, entre motivation et mm. détermination, je trouvais ça super intéressant. Et ben voilà, je peux amplifier simplement ma perception de détermination et véritablement l'amplifier. En fait, c'est quand même le cheval de bataille de la PNL, c'est tout ça, quoi. Mm, mm. Non, oui, non. Bon, ça fait beaucoup de choses, hein, mine de rien. Ça fait pas avancer le travail, hein, mais quand même un peu. Mais j'aimais bien la nuance de dire, de s'intéresser aussi, et Isabelle l'a dit, et Rémi l'a dit aussi, que parfois on commence pas parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir terminer. Ça, je trouve ça super intéressant, soit parce que je veux que ce soit parfait, soit parce que ça va me prendre trop de temps et que donc je vais avoir des regrets. Enfin, on peut imaginer n'importe quoi. Donc, peut-être que penser à trouver la stratégie
pour savoir comment commencer passe par s'interroger, mais est-ce que tu n'as pas un doute sur ta capacité de terminer ou de terminer correctement? Et de nouveau, là, on rejoint, à mon sens, la division en sous-tâches. Je ne vais pas écrire un bouquin de 300 pages, je vais écrire mon article et il va être publié ce soir. Et Rénuit? Ou aussi, oui, ou aussi, ce qui peut m'aider parfois, moi, c'est de me mettre des deadlines. Et euh, quand j'ai une deadline, une date limite de rendu, je vais faire l'action, je vais passer à l'action. Ça va être très rapide, mais dans ma croyance, je me dis au moins, il n'y a pas d'élément extérieur qui peut amener du changement qui va me faire revenir sur la tâche. Donc, je le fais au dernier moment et c'est fait. Voilà. Ouais. Et moi, une autre stratégie qui ressemble à celle-là, que j'ai appliquée depuis, je sais pas, 2, 3 semaines, j'ai toujours mon administration qui traîne et 2, 3 choses comme ça qui traînent. Et je remarque qu'en fin de compte, mon horaire est très libre, très fluide. Donc je peux faire quand je veux. Autrement dit, je postpose. Ouais. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai mis dans mon agenda, j'ai 3 heures de compta cette semaine. De 11 heures à midi, une fois de 15 heures à 16 heures. Comme ça, je vois en même temps dans mon biorhythme quelle heure me convient le mieux. Mais c'est comme si j'avais un rendez-vous. C'est pas un deadline, mais c'est un rendez-vous. Et là, je donne une structure à mon temps et il n'est plus filant. Parce qu'en fait, je remarque que c'est ça. En fait, je me dis tout le temps, le matin, non, parce que j'écris beaucoup et c'est bien, je vais pas faire ça. Mais l'après-midi, je suis fatigué. Bon, il n'y a pas de moment, en fait. Il n'y a pas de bon moment. Et puis, le fait d'avoir marqué 11 heures, et puis demain, c'est 15 heures, eh ben, au moins, j'ai commencé. J'ai pas fait 1 heure, je reconnais, j'ai pas fait 1 heure, mais j'ai commencé. Et ça, c'est terriblement encourageant parce qu'une fois qu'on a commencé, parce que c'est aussi un facteur chez moi qui est important, c'est que cet environnement, ce contexte du travail, le contexte de la tâche est dans ma tête. Donc je ne dois pas rentrer dans un territoire inconnu complètement. C'est le fait d'avoir commencé, c'est comme on passe du terrain de foot à la douche, ben l'endroit, le lieu, parce que c'est aussi un ancrage, le lieu est propice à l'activité. Alors que si j'avais rien fait pour, ici j'ai déjà les choses en tête, je sais où est mon tableur Excel, etc. Et c'est beaucoup plus facile pour m'y mettre. Donc c'est aussi, j'ai ouvert l'espace, comme on rentre dans une salle, et une fois qu'on y est, ben voilà quoi, il n'y a plus qu'à faire. Hein. Autre chose à ajouter avant de clôturer? Parce qu'il faut savoir terminer. Hein. Il faut savoir terminer. Mais voilà, c'est une exploration en roue libre, parce que je trouve que qui a la réponse? Personne. Corinne, tu saurais tes 6 éléments, là, ça m'intéresse. Le résumé d'un podcast, je te l'enverrai. Non, c'est sur mon blog en fait. J'ai résumé sur mon blog, oui, je te l'enverrai. Corinne, c'est une bouffeuse de podcast. J'ai attrapé son virus un tout petit peu. Prends juste un cahier à côté. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une autre solution pour ça, mais je t'expliquerai un autre jour. Merci beaucoup d'avoir participé en dernière minute, en last minute, Merci. et d'être venu vraiment. Le lien merci d'avoir partagé le lien vers ton groupe Facebook. Avec plaisir, Corinne. Je prends. Tu es la bienvenue. Ah oui, pour l'histoire de l'école de mes Oui, rêves, oui, là. parce qu'en fait, c'est vraiment un groupe de partage d'informations et d'expériences au quotidien. Et moi, je pense que actuellement, les enseignants sont extrêmement fatigués et lassés. Enfin, ils sont vraiment dans une situation difficile. Absolument. Et donc, je pense que c'est bien aussi de créer des communautés pour se soutenir. Et on peut pas enseigner le bien-être et le savoir-être aux enfants si on n'est pas bien soi-même. Hein. Ouais. Et donc, c'est bien effectivement de se soutenir. Et en plus, ce qu'on appelle les CPS, les compétences psychosociales, hein, la gestion des émotions, la confiance en soi, enfin tout ce qui rentre dedans, et ça doit être très concret. Et donc, il faut faire gagner du temps aux enseignants en leur donnant des petits outils très facilement utilisables en classe. Donc, ce que j'essaye de faire dans ce groupe-là, c'est donner des infos généralistes via des vidéos, etc., qui sont déjà toutes faites, via des articles des fois. Mais c'est
c'est aussi donner des petits outils qui peuvent être très facilement utilisables, hein. Et ce qui est génial, c'est quand les instituteurs eux-mêmes partagent leurs expériences. Et ça, c'est génial. Voilà, c'est parce Super. que ça donne la motivation aux autres, en fait, hein. Et en plus, je trouve que ça donne du sens, les compétences psychosociales, le bien-être qu'on essaye de donner, de transmettre aux élèves, et ben, donne du sens à l'enseignant et de la motivation. Et franchement, ils en ont bien besoin aujourd'hui, d'être soutenus et d'avoir du sens. Ça, je crois, comme on dit en Belgique. Voilà. Donc, Passez c'est une ma bonne petite soirée. pierre à l'édifice. Oui, merci, Voilà. c'est Petite pierre super, de super. colibri. On en reparlera, Maryse, à Avec coup plaisir. sûr. À À très plaisir. bientôt. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, Christian, et merci à tous pour vos contributions. C'était très intéressant. Ciao, Merci. ciao. Bonne soirée. Au Merci revoir. bien. Au revoir.